Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Je vous propose le format suivant pour ma partie. Je vais vous faire une sorte de retour d'expérience des 3 dernières années qui construit sur plusieurs décennies de travail au sein des organisations financières. Par le passé, j'étais consultant en excellence opérationnelle. J'ai passé ma vie pendant plusieurs années à faire des processus bancaires, à interviewer des collaborateurs et à en sortir le métier. Okay, donc on l'a fait, je suis passé par des tas de phases différentes. Initialement, il s'agissait du business and IT alignment, donc on essayait de représenter quelque part la problématique métier et puis faire en sorte que l'IT soit capable de le faire correctement. Donc mon rôle à moi en tant que consultant, tout fraîchement sorti de l'université, c'était d'aller interviewer les gens et puis d'en faire des modèles qui soient le plus proche possible de la représentation ou on va dire du savoir qu'avaient ces gens, ces gens dans la banque qui avaient des savoirs très spécifiques. Et puis, en fait, on avait toujours un peu ce problème du gap. Alors, il y avait un gap de compréhension, on ne parlait pas nécessairement la même langue d'un côté à l'autre. Moi, je jouais l'intermédiaire. Et ce qui a fait qu'à travers les années, eh bien, en fait, j'ai appris d'une part le métier, parce que j'ai dû être très précis lorsqu'il s'agissait de décrire effectivement les problématiques. Et puis, on a vu l'émergence des outils d'automatisation. Et avec les outils d'automatisation, eh bien, on s'est retrouvé dans une situation assez intéressante où finalement les dessins qui jusqu'alors étaient mis dans des classeurs ISO, enfin, vous connaissez probablement le drill, et qui ne servait pas à grand monde, en fait, qui était utilisé uniquement quand il y avait un véritable problème, ont commencé à être activés au sein des systèmes d'information à travers des notations particulières, et puis ce qui est peut-être l'ancêtre de l'intelligence artificielle en entreprise. Et puis, eh bien avec ça, ça m'a permis de qualifier justement correctement ces problèmes et d'accélérer la transformation du savoir-faire métier un peu plus dans les systèmes. Mais ça restait des phases longues, fastidieuses, et puis très souvent on se retrouvait dans une situation où on avait dessiné quelque chose, on avait construit une réalité nouvelle qui correspondait à la meilleure pratique en interne, et puis le temps de la développer correctement, on était quand même de nouveau derrière, et puis les choses changeaient. Donc on a vu émerger aussi des systèmes comme Pegasystem, dont on était, moi et mes équipes, des experts qui permettaient de construire pour le changement. Donc ça veut dire qu'on introduisait des règles dynamiques, on introduisait un tas de choses relativement complexes pour essayer de pallier la vitesse avec laquelle avancent les choses et se transforment les façons de travailler et les exigences du marché ou des clients. Bref, très court, il y a 3 ans maintenant, j'ai fait, j'ai upgradé un petit peu mon travail. Donc, j'étais longtemps le managing director d'une boîte de conseil spécialisée dans l'intersection entre finance et technologie à Zurich. Et puis, j'ai été mandaté par des acteurs de l'investissement de comprendre quel allait être l'impact de l'IA au moment où c'est sorti. Ça a commencé par une due diligence avant ChatGPT. Et puis, au moment de ChatGPT, c'est devenu très clair qu'est-ce que ça veut dire pour notre entreprise. Et puis, c'est là où je vais relier un petit peu mon expérience actuelle. Candice.ai est une start-up, on peut dire, mais c'est aussi un projet qui émerge de nombreuses années de galères. Et en fait, de galères, c'est-à-dire véritablement la volonté de remplir, comme le mythe de Sisyphe, l'écart qu'il y avait entre l'IT et puis le métier, et puis la découverte finalement du potentiel exceptionnel de l'IA dans ce qu'on appelle la besogne chez nous, le grunt work, le travail qui en fait n'a pas véritablement nécessairement de la valeur ajoutée humaine, mais qui pourrait être remplacé. Et
Et je pense que ça, c'est un peu le point de départ de mon intervention aujourd'hui. C'est l'écart énorme, je qualifie d'énorme, mais il est très très vite en train de se résoudre, entre ce que l'IA promet et ce qu'elle livre réellement quand les enjeux sont réels. Donc pas pour faire des trucs, je suis allé récemment chez le fleuriste et j'ai remplacé la fleuriste en prenant une photo de tout ce qu'elle avait dans son stock et demandé fais-moi un assemblage sympa. J'ai montré la photo à la fleuriste. J'ai dit j'aimerais ça. Okay, ça, c'est des choses où il n'y a pas besoin de précision. C'est des utilisations, c'est bizarre hein, comme façon de faire. Je suis d'accord, la fleuriste m'a regardé un peu bizarrement. Mais c'est pour vous dire que il y a des circonstances dans lesquelles l'approximation n'a pas lieu d'être. Et donc moi, j'ai passé ces 2,5 dernières années à déjà être dans ce que j'appelle moi le meurtre cognitif, c'est-à-dire à voir des choses que d'autres ne comprennent pas encore, puis essayer de leur présenter cette réalité nouvelle, trop tôt, ça m'est souvent arrivé. Mais surtout, j'ai travaillé avec des professionnels avec lesquels j'avais travaillé par le passé dans des circonstances de modélisation, de compréhension et plus tard de stratégie aussi, des banques, des gestionnaires d'actifs, des auditeurs. Et en fait, je vais être parfaitement honnête avec vous, on a fait énormément d'erreurs avant de trouver les bonnes solutions. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé par se dire, est-ce qu'on peut utiliser un LLM pour remplacer un analyste financier? D'accord, ça c'était un des points de départ. Donc on s'est adressé à une équipe que je connais bien, qui est l'équipe des private markets dans une banque de la place. Et puis, on a commencé à regarder avec eux comment fonctionne ce processus d'analyse financière. Quand on reçoit un rapport annuel, quand on reçoit un quarterly report d'un fonds ou d'une compagnie privée, qu'est-ce qui se passe? La première chose qu'on a appris, c'est que l'IA générique, en guillemets, celle que vous pouvez acheter sur une étagère, donc en gros, en vous inscrivant sur un Anthropic ou autre, ou alors même activer un certain nombre de modèles sur OpenRouter ou autre système, eh bien, ça ne fonctionne pas du tout dans les systèmes financiers. C'est-à-dire que dans les services financiers, c'est plutôt un problème. Donc, je répète, l'IA générique, générative, qu'on récupère sur une étagère ne fonctionne pas. C'est pas parce que les modèles ne sont pas bons, les modèles sont extraordinaires. Honnêtement, je pense qu'on est tous là à se dire, à chaque fois qu'il y a un nouveau, en tout cas, ceux qui sont un peu dedans, chaque fois qu'il y a un nouveau modèle, c'est l'excitation absolue. Moi, je change de crèmerie au rythme des nouveaux modèles. Quand Gemini sort un nouveau modèle, eh bien, je lui fais confiance. Quand tout d'un coup Claude sort un nouveau modèle, je lui fais aussi confiance quand je vois qu'il réalise les choses que jusqu'à présent, je n'arrivais pas à faire correctement. Et vu que j'ai un rapport au résultat que je veux avoir, ce qu'on appelle le recall dans la méthode de traitement, eh bien, j'arrive à savoir la performance, la force du modèle. J'arrive à savoir la distance qu'il y a entre quelque chose de juste que j'apprécierais dans mon travail. Et effectivement, si je mets ça dans le contexte d'un processus, je vous ai montré mes petits processus, dans un processus qui requiert du contrôle, de la fiabilité, de l'efficacité, eh bien, je me rends compte qu'il est difficile souvent de véritablement voir si oui ou non je peux lui faire confiance, et en tout cas, si je décide de lui faire confiance, sur quelle base je le fais et quel est mon risque. Et en fait, le problème, c'est pas que les modèles sont mauvais, je vous ai dit, ils sont extraordinaires, mais c'est la façon avec laquelle on leur pose les questions, typiquement. C'est la façon avec laquelle on adresse cette intelligence en entreprise. Quand vous demandez à une IA générique de faire le travail d'un analyste, d'un analyste financier, d'un responsable compliance, conformité, d'un gestionnaire de portefeuille, vous demandez à un système qui prédit des mots sur la base d'une probabilistique de faire le travail de quelqu'un qui a passé 15 ans dans un contexte extraordinairement précis, l'entreprise en particulier, qui a des normes, des cultures, un tas de choses spécifiques, et qui a appris ce que ces chiffres en particulier signifient, ce que cet objet, cet élément métier signifie, eh bien, vous lui demandez de faire ce travail-là. Mais si vous pensez à ce que votre meilleur collaborateur fait, réellement, en fait, il ne produit pas simplement des réponses. Alors oui, on peut dire qu'il aligne des mots les uns à la suite, parce que c'est comme ça qu'on communique, mais le collaborateur
qui a un niveau de connaissance qui contribue à la valeur de l'organisation, eh bien, il sait quoi ignorer. Il sait quels raccourcis sont interdits. Il sait qu'un chiffre négatif dans un certain environnement peut dire quelque chose et dans un autre peut dire autre chose. Il sait que l'interprétation du régulateur, typiquement, dans certains cadres, peut dire une chose, et puis qu'une interprétation différente peut vous valoir une lettre. Ce jugement, cette discipline, c'est ce qui rend un power employee utile et incroyablement valuable dans une organisation. Et ce n'est pas exactement ce que va faire une IA générique. Alors, en apparence, vous allez avoir quelque chose d'aussi puissant que ça. Vous allez avoir l'accès au savoir immédiat, direct, incroyable. Mais en fait, elle va vous donner une réponse à chaque fois et avec assurance. Mais elle devine. Et je crois que ça, c'est important, c'est un terme qu'il faut que vous compreniez. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. De nouveau, il s'agit, je crois que vous l'avez dit justement tout à l'heure, c'est pas scientifique, c'est comme ça que c'est mon interprétation de cette justement génération. Mais en fait, elle devine, elle prend le chemin probabilistique le plus probable en fonction des circonstances. Alors maintenant, oui, les contextes ont augmenté. On peut pousser du contexte, on peut pousser de l'information, on peut framer. Mais il y a toujours une part importante, mais même si c'est 1%, ça reste important, de manque de contrôle, d'absence de contrôle, qui dans des circonstances financières régulées, dans des circonstances complexes, ne sont pas nécessairement tolérables. Et bien plus, les erreurs sont très difficiles à détecter. Et c'est probablement pour ça que, je pense que on verra peut-être avec Alpian, qui, eux, ont pas mal d'expérience dans la tech, c'est une organisation tech, donc ont vu les choses peut-être différemment, mais les grandes organisations avec lesquelles nous, on discute, n'ont pas encore réussi à véritablement cristalliser ce ROI promis. C'est-à-dire qu'on a une ambition qui est extraordinaire de remplacer quelque part tous ces travaux qui ne sont pas nécessairement à haute valeur ajoutée, mais le vrai retour sur investissement se fait encore un peu attendre. Et ce n'est pas une histoire de technologie. La raison, et ça c'est mon retour d'expérience, c'est la phrase que je voulais sortir aujourd'hui, c'est que personne ou peu de monde ont véritablement mis votre expertise ou l'expertise de votre organisation dans le système. Peut-être un peu, par-ci, par-là, mais pas de façon absolument structurée et scalable. Et vous avez probablement cru, ceux qui disaient de faire confiance à l'IA sans condition, moi je vous avertis qu'il ne faut pas le faire. Okay, laissez-moi vous expliquer ce que je vais vous dire, et je vais essayer d'aller plus vite, parce qu'en fait je papote, mais je voulais vous montrer 2 ou 3 trucs. Mais imaginez, ça c'est un challenge qu'on a pris avec Candicia, un hackathon à Zurich, qui a été poussé par l'UBS, qui demandait de faire l'extraction de la balance sheet, du cash flow statement et de l'income statement de n'importe quel type d'entreprise qu'on pourrait trouver sur le marché suisse ou plus loin. C'est un problème qui, aujourd'hui, peut paraître en partie réglé par les meilleurs IA. Si vous envoyez un rapport de 400 pages à Claude 4.6, eh bien, il va vous sortir de l'information. Mais dans une organisation, jusqu'à présent, c'est quelqu'un d'humain qui va le faire. Et il va prendre beaucoup de temps pour le faire. Il va extraire les chiffres comptables. Il va les pousser ensuite dans une Excel ou dans un fichier pour pouvoir faire une analyse, pour pouvoir faire une allocation de portefeuille, pour pouvoir déterminer comment la décision va être prise, parce qu'en fait, il y a un certain nombre de règles qui font que cette décision va être prise, et puis quelqu'un va approuver ce processus-là. Donc ce travail est à la fois mécanique, mais aussi intellectuel. Il va falloir avoir la compréhension des tenants aboutissants du processus, le cadre de l'organisation, la circonstance en particulier, si effectivement l'entreprise peut investir en ce moment ou proposer, par exemple UBS comme une action, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais dans le portefeuille de quelqu'un. Une IA générique, elle va effectivement lire le rapport, elle va le résumer, elle va probablement extraire des chiffres, mais elle ne sait pas nécessairement si les chiffres sont corrects dans ce contexte-là. Elle va avoir de la peine à véritablement mettre en perspective. Vous pouvez la nourrir avec différents contextes, mais vous allez toujours
encore aujourd'hui, vous allez avoir un risque que vous ne pouvez pas qualifier. Je vous donne un exemple très simple. Encore aujourd'hui, si vous donnez à ChatGPT 5.2 un rapport annuel et puis vous lui demandez d'extraire les chiffres, il y a des occurrences dans lesquelles il mélange les 3 et les 8. Le fameux strawberry problème qu'on avait il y a quelques temps. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas de trace de là où c'est arrivé. Donc en gros, c'est pas grave si c'est dans les centimes, et si vous êtes plus loin, vous avez traité 480 pages et puis qu'il y a des fichiers à plus savoir qu'en faire, ça devient un vrai problème. Et donc, ça veut dire que vous devez comprendre les éléments de processus dans lesquels vous autorisez une interprétation ou un dépassement ou une incertitude, et puis ceux où vous ne voulez pas. Et si vous êtes déjà assis en face d'un auditeur, vous savez que ce n'est pas acceptable comme façon de faire. Vous ne pouvez pas passer un audit sur des suppositions, vous ne pouvez pas approuver des états financiers sur des suppositions, vous ne pouvez pas valider un portefeuille sur des suppositions, et vous ne pouvez certainement pas construire un avantage compétitif, comparatif, sur des suppositions. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une approche complètement différente. Au lieu de demander qu'est-ce que peut faire cette IA et puis essayer de la paquer dedans, on s'est demandé comment les meilleurs collaborateurs de nos clients pensent réellement. Okay ? Et ensuite, on a mis cette réflexion dans le système. On a créé... Alors, initialement, on a tenté de contrôler les LLM. On s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus facile de contrôler des très petits LLM avec des prompts très petits que de contrôler des gros LLM avec des prompts compliqués. Ça, c'est la première chose, c'est très important. Donc on sait, et on a développé un concept qu'on appelle le smallest controllable element. Ça veut dire, concrètement, le dénominateur commun jusqu'auquel on peut aller, dans lequel on sait que l'output est bon. Monsieur me disait tout à l'heure qu'il y a une entreprise en France qui va encore beaucoup plus loin, qui va dans l'atome du modèle, le modèle qui tient sur une disquette, parce qu'en fait, on le traite comme un transistor. Et nous, on fait un peu la même chose. Par contre, on a aussi envie de bénéficier de la puissance des modèles. Ce serait complètement débile de ne pas l'utiliser. Si on a juste un transistor, ben finalement, on peut peut-être avoir une fonction mécanique qui réalise les choses. Alors oui, c'est intéressant d'avoir la flexibilité du modèle, d'avoir un petit peu de capacité, mais il peut y avoir deux cas de figure, principalement. Celui où on tolère et celui où on ne tolère pas l'erreur. Donc nous, on a cartographié des processus, et puis ensuite, on a déterminé des règles de jeu. Tel type de résultat ne peut pas tolérer une approximation, tel type de résultat peut le faire. Et c'est là où ça devient assez proche de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on a créé à l'échelle une machine à tester les modèles sur des prompts très particuliers. Et on s'est dit, bon, si je veux essayer d'extraire telle chose ou telle chose de modèle, qui arrive à le faire le mieux? Et on a qualifié tous ces modèles. Et on continue de les qualifier. Et en fonction de ça, eh bien, on a le même type de système qu'on a vu tout à l'heure, un orchestrateur, sauf qu'il est développé par nous, il est en interne, qui va déterminer quelle est la meilleure équipe de modèles pour traiter cette tâche particulière qu'on a modélisée un petit peu avec les façons de faire de longtemps. Voici la clé. Donc on ne demande pas un seul modèle, on demande à plusieurs IA. On les fait en parallèle, ils se valident, ils ont un consensus, on a des mécanismes en interne qui font qu'on sait le degré de fiabilité de chacune des étapes. Et encore plus intéressant, on a découplé dans plein de circonstances la capacité du modèle à parler de sa capacité à comprendre. C'est comme si on avait mis la main sur le modèle et dit, non, toi tu me montres ce que tu as vu, mais tu ne m'en parles pas, et tu ne me donnes pas ta réponse. Ce qui fait de notre système un outil qui fait du traitement de signal. C'est très intéressant parce qu'en fait, avec ça, vous n'avez plus le problème de la génération d'IA fait par l'IA qui peut vous apporter de l'incertitude. Par contre, vous allez avec une machine mécanique. Ce genre d'approche-là, on fait que, graduellement, on a construit des outils, je vais vous montrer un petit peu rapidement, qui sont capables de faire des extractions, par exemple, alors ça s'appelle statement.ai. Je vais vous faire un petit exemple sur le rapport annuel de l'UBS. Alors, c'est évidemment moins fulgurant que cela ne l'était il y a 3 mois, quand aucun des gros modèles n'était capable de faire ça, parce qu'en fait, traiter 485 pages, il n'y arrivait pas.
Mais si vous prenez un gros modèle, il va faire un gros prompt, et puis vous ne savez pas quelle page il a lu, vous ne savez pas quelle ligne il a lu, vous ne savez pas s'il a remplacé un 3 par un 8, qu'est-ce qu'il a fait. Et en plus de ça, si vous allez chercher la source à l'origine, vous n'avez pas véritablement la traçabilité, donc vous ne savez pas ce qui s'est passé. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une machine qui, là, va faire entre 50 et 150 000 prompts, qui sont extrêmement contrôlés sur ces documents-là, et qui va vous livrer, selon une ontologie, une taxonomie, un modèle de pensée, et un certain nombre de canevas, hein, de frameworks, qui vont cadrer la réponse de chacun des éléments et la tester, la vérifier. Donc, vous savez que le travail qui a été effectué par cet agent, concrètement, est fiable, parce qu'en fait, quand vous ouvrez le hood, vous savez que le signal est apparu à la page 17 à tel endroit, et donc, on a pris une machine mécanique pour aller chercher ça. Donc, vous savez que le chiffre est juste. Ce n'est pas une IA qui a transformé les choses ou qui a généré le prochain mot. Ça, c'est un exemple. C'est une façon, en fait, très différente de voir l'IA. C'est-à-dire, très suisse, hein, on ne lui fait pas confiance. Et du coup, on essaye de faire en sorte qu'on puisse la contrôler. Et puis, la beauté de l'histoire, eh bien, c'est que plus les modèles sont forts, plus on augmente cette espèce de barrière à laquelle on dit le modèle est fiable. Et ce qu'on voit aussi, c'est plus les modèles sont gros, eh bien, ils ne sont pas nécessairement plus fiables, parce qu'en fait, on a tendance à leur donner beaucoup plus de nourriture. Et donc, on crée beaucoup plus de flou aussi. Alors, ça va arriver, vu que ça prend quand même une centaine de minutes. Quelques questions, peut-être Oui, tout à fait. Je vous montre le résultat quand même, de cet exemple-là, qui est assez sympa. Donc, vous voyez, il a extrait le balance sheet, l'income, et puis vous retrouvez ici le grounding de la source sur la page, et vous pourriez trouver effectivement ce chiffre-là. Peu importe le formatting, si c'est moins, si c'est plus, toutes ces ontologies ont travaillé ensemble pour expliquer ce qui se passe. Je vous écoute. Ah, ok, j'ai le temps. Oui, tu as parlé d'ontologie, taxonomie, tu peux en dire plus? Il y en a une, plusieurs, reliées entre elles, c'est du parallèle, du séquentiel, qui l'a fait, enfin, ce que tu as trouvé sur une étagère, etc. etc. Ça m'intéresse parce que c'est assez original comme approche, voilà. Donc je suis un peu intrigué. L'ontologie et la taxonomie, c'est une approche prouvée, connue maintenant, hein, qui fonctionne très bien. Nous, on l'a rajouté autour de notre contrôle. Donc c'est là où c'est intéressant. Effectivement, là, il y a un truc qui est un peu différent, c'est que d'un côté, on contrôle, puis d'un côté, on enrichit. Et si on avait, ce qu'on faisait au début, et depuis qu'on fait ça, les gens nous connaissent en particulier pour avoir justement joué avec ces tout petits modèles, mais on s'est rendu compte qu'en fait, on perdait de la richesse d'informations. Donc l'ontologie et la taxonomie, c'est ce qu'on a fait finalement avec les équipes. Donc on est allé faire le même travail qu'on faisait en tant que consultant, on leur a posé des questions, qu'est-ce que tu fais là, comment est-ce que tu effectues ton contrôle, quelles sont les règles qui s'appliquent. Et en fait, alors, et pour faire ça d'ailleurs, c'est assez rigolo, parce qu'on a créé un outil qui nous permet de faire de l'enregistrement et de récupérer cette information et de la traiter directement. Donc cet outil-là, c'est notre outil de modélisation hyper rapide. Donc on va faire des interviews avec nos utilisateurs ou nos clients. Ouais. Et le système, vous allez voir, en fait, il prend en temps réel l'information et puis il guide, et puis ensuite il récupère toute l'information qui est valuable pour l'objectif qu'on veut atteindre. Donc là, derrière, on a un système prompt qui définit le but de la session et qui va figer ces informations-là. Donc une fois qu'on a figé ces informations-là, eh bien ça, on va la transférer dans des fichiers qu'on envoie avec les prompts, ce qu'on appelle l'ontologie, qui décrit extrêmement professionnellement et de façon extrêmement pertinente le cadre dans lequel telle décision doit être faite. Mais vu qu'on travaille sur des plus petits modèles, l'ontologie, elle est très réduite. On n'a pas besoin d'envoyer des tonnes et des tonnes de contenu. C'est pour cette décision-là, on a quelque chose de très précis qui sont les règles du jeu. Et la beauté de l'histoire, c'est que ces règles du jeu, eh bien, elles peuvent s'adapter à la circonstance aussi, en fonction de la façon avec laquelle on met les briques les unes après les autres. Je ne sais pas si c'est... Ouais. Oui. Je vais parler lentement, je ne parle pas très bien français. Ok, c'est très intéressant. Je n'ai pas un secteur de finance, mais éducation et pharma. C'est très intéressant que vous parlez de confiance des clients, et c'est très important dans le secteur financier. Et aussi que ce n'est pas juste couche non générative comme LLM, mais aussi les deux couches génératives. C'est la première, mais c'est architecture standard, c'est la première pour comprendre les questions de l'utilisateur et après c'est guardrails. Ouais.
en anglais c'est guardrails. Mais mon question c'est, si vous pouvez dire, comment la cliente exprime les doutes, c'est le modèle, c'est la méthodologie, et comment on fait parce que vous avez dit qu'on procède pas par pas. Oui. Comment ça fonctionne normalement? Parce que pour moi c'est intéressant comment je comprends comment ça fonctionne les systèmes, mais pour les clients des secteurs financiers, si on entend LLM, qu'est-ce que vous dites? Si j'ai compris la question... Déterministe. Voilà, alors exactement. En fait, il y a la convergence du sémantique et du déterministe. Quelque part, c'est un peu ça l'idée. Mais il faut savoir d'où je viens. En fait, moi, j'ai modélisé des processus bancaires et financiers, assurance banque, pendant plus de 20 ans. Et j'ai un modèle bancaire que j'ai construit qui a 800 processus, 3000 procédures, 3000 contrôles, tous les systèmes qu'on peut utiliser. Tout ça, c'est dans si vous voulez, une sorte de base de données relationnelle avec des liens avec toutes les exigences régulatoires, par exemple. Donc en fait, alors ça c'est la partie qui va guider la vitesse avec laquelle on arrive à concrétiser un processus. Et on a toujours cette approche processus parce que c'est ancré très fort dans notre sang. Et du coup, on va identifier, par exemple, l'extraction de données d'une PNL ou d'un cash flow statement, c'est quelque chose qui est très clair. On sait quelle est la procédure et on sait ce building block dans quel processus il intervient. Donc en fait, on va faire la même chose qu'on faisait à l'époque. On va créer une brique fiable parce qu'on sait l'output qu'on va obtenir et on va le mettre à disposition dans le système. Et à partir de là, peut-être ce sera la dernière chose que je vous présenterai rapidement, mais en gros, je ne voulais pas rentrer dans des schémas un peu barbares, mais en gros, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on va connecter la data dynamique d'un côté avec notre système, on va ensuite définir des règles de gouvernance et des frameworks, et puis on a chez Candice 4, ce qu'on appelle les engines. Le premier, c'est un outil d'ingestion qui va traiter les documents. Le deuxième, c'est un outil qui va lancer des pipelines de traitement LLM les uns après les autres. Et ensuite, on a un outil qui va garantir la qualité de l'output. Donc, si vous voulez faire du JSON, par exemple, dans certaines circonstances, si vous voulez tel type de résultat, eh bien, c'est ici que ça va se passer. Et puis, dans les circonstances où on en a besoin, on a un outil de vérification qui va non seulement vérifier à travers plusieurs LLM que les résultats sont corrects, effectuer des consensus ou autres, mais qui va même aussi, maintenant, et ça c'est assez nouveau, avoir du self-healing, c'est-à-dire que s'il se rend compte que sa fonction n'est pas juste, eh bien, il va créer une méthode de rémédiation à cette problématique-là, et puis ça va dorénavant être, jusqu'à ce que ce soit validé, ça deviendra une nouvelle règle du système. Donc ça, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on a construit ces derniers mois. On l'a fait avec beaucoup de savoir-faire derrière, et puis maintenant, on le met à disposition des banques et des assurances. Voilà. Une dernière question, peut-être. Vous avez parlé de, si je dis pas de bêtises, 50 000 à 150 000 prompts. Ouais, des micro-prompts. Et du coup, j'étais curieux de une, comment vous les générez, et de deux, quelle forme ils ont, comment vous les avez optimisés, comment vous avez trouvé empiriquement que ça c'était bien, c'était pas bien. Enfin... 2 ans et demi de prompting. Voilà. Et je vous dis 50 ou 150 parce que les chiffres sont impressionnants, mais en fait, c'est très petit, c'est très atomique, c'est très simple. Je vous donne un truc simple, hein. On valide que le chiffre qu'on a sorti, c'est bien le 3 et pas le 8. Truc con. On sait que, donc on a dans la phase d'ingestion, en fait, on a un système qui va identifier les caractéristiques soit du document, soit de la source de données, qui va déterminer qu'est-ce que c'est. C'est une table, c'est un média, c'est un truc, et en fonction de ça, on sait qu'on a des modèles qui traitent très très bien les médias, on a des modèles qui traitent très très bien les tables, on a des modèles qui traitent très bien différentes choses. Donc on va lui dire, toi, c'est à toi de jouer. Et on va lui donner le contrat en input, les règles et le contrat en output. Et on va vérifier ensuite, par consensus ou par autre système, ça dépend de la circonstance, si effectivement on a réalisé les choses. Ça, c'est vraiment ce qu'on a. C'est le seul moyen, en fait, qu'on a trouvé d'avoir confiance en ce processing qu'on adore parce qu'il est flexible
il amène énormément de pouvoir, mais on le traite quand même comme un transistor. C'est assez bizarre. Oui. Moi, j'ai juste une question par rapport au schéma d'architecture. J'ai juste une question par rapport au schéma d'architecture. Dans le downstream, on voit des références à des ERP, des CRM, qui sont en général considérés comme des curated sources de données en fait, d'une entreprise. Ça veut dire que Candice en fait feed ce genre de truc. Ouais, pourquoi mon diagramme est un peu faux et moche, c'est que ça, c'est ça. Ah, ok. C'est-à-dire que c'est... Alors, on a deux choses. En fait, on s'est rendu compte que partout, il y avait une Je disais ça tout à l'heure, c'est peut-être un truc qui est marrant à comprendre. Le problème de l'IA générative, c'est pas quand elle réussit, c'est quand elle rate. Et en fait, quand elle rate, elle crée un data point qui, dorénavant, parce qu'en fait, on a construit ces systèmes-là comme ça, sera pris comme de l'argent comptant, à peu de choses près. Et cet argent comptant va être réutilisé dans l'organisation par d'autres agents, dès qu'on va commencer à avoir des multiples agents, et va créer une propagation en fait, d'informations erronées. C'est un vrai problème. Et c'est pour ça, en fait, que nous, on se connecte des deux côtés, parce que, je vous donne un exemple amusant. Vous générez un rapport, okay, un rapport client, vous avez votre système qui va identifier le portefeuille, et puis qui ensuite va vous faire un rapport bancaire. Ce rapport bancaire, s'il y a eu dans le workflow un outil AI-enabled, eh bien, en fait, on a pris un risque. Okay, il y a des boîtes, à Zurich, il y a une boîte qui fait ça, qui fait un audit complet de tout ce qui peut polluer votre data dans la série, et puis vous met des flags partout. Mais en fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est que si vous ne faites que ça en entrée, et que vous ne vérifiez pas ce qui sort, eh bien, en fait, vous créez aussi quelque part de la pollution d'une manière ou d'une autre. En tout cas, si vous continuez à l'injecter. Donc nous, on s'est dit, on va contrôler en entrée, on va créer de la donnée synthétique qu'on va ensuite pousser à l'intérieur, et puis on va se reconnecter quand même au truc pour être bien sûr que tout est correct. Et avec ça, on a un cercle vertueux, une solution élégante, qui va permettre de faire ce cercle-là. Et du coup, on n'a plus cette propagation de fausses informations, parce que si l'information est fausse, si c'est 10, c'est pas 100, ben en fait, on va s'en rendre compte parce qu'on a, et ça c'est notre keyword, c'est le trust layer, qui est en fait une fact database. C'est un moyen d'interpréter une circonstance. Alors, actuellement, on nous demande par exemple de justifier des SKU pour une grosse marque, une grosse société de cosmétiques, et en fait, ils ont SKU, c'est l'indice pour un produit en particulier, son dénominateur, son code. Et, mais le problème, c'est qu'il y a plein de sources de vérité différentes. Et donc, il se peut que pour le marché tel, le SKU, c'est ça, et c'est de l'autre côté. Donc nous, en fait, là, on crée l'ontologie, on crée les modèles de pensée, on crée la taxonomie, et on définit un framework de gouvernance qui dit, bon, bah, en fait, quand cette circonstance apparaît, c'est pas Claude qui, à la va-vite, va décider si ça, c'est ça ou ça, on va respecter une règle hyper stricte. Et cette règle stricte, on va la vérifier. Et grâce à ça, eh ben, en fait, on arrive à gérer ces situations-là, dans lesquelles on a des trucs qui partent dans tous les sens, mais on ne s'en rend pas compte. Nous, on arrive à savoir. Merci beaucoup, Guillaume. Bon, je pense que...